Alors, salam alaikum. Salam alaikum à tous. Salam alaikum Khadija. Salam alaikum Antoine, qui doit pas être trop loin, je crois. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, cette fois-ci, on va parler un petit peu de rencontres, de cheminement, de voyages écolo. Et on reçoit donc Antoine et Khadija, qui sont en direct de la Jordanie. Comment allez-vous? Ça va, ça va. On essaie de récupérer un gâteau. Désolé, il y a un gâteau qui est en train de brûler dans le four. Donc, une seconde, je vais le poser là-bas. Ouais. Il n'y a pas de souci. Donc, on continue un petit peu dans notre esprit famille, éducation. Il y a les enfants qui sont conviés au live. Exactement. Et ils vont intervenir de toute façon à un moment ou à un autre. Et pour faire leur petit coucou. Super. Là. Attends, mon petit chat. Attends, voilà, j'ai un petit coucou et vous en aurez peut-être d'autres pendant la vidéo. Oui, mais je savais le gâteau. Coucou. Alors, attention, c'est chaud. Tu fais attention à ce que ta soeur ne touche pas? Nous sommes en direct avec Antoine, Khadija et leur fille Inaya, c'est ça? Inaya et Asia. Et Asia. Enchantée, mesdemoiselles. Donc, on va parler voyage, rencontre, transmission, cheminement et voyage écologique. Ouais, je pense que tu as fait un bon résumé. Alhamdoulilah, plus rien à dire. J'ai pas entendu, mais je trouve que c'était très bien. Donc, Antoine et Khadija se sont rencontrés il y a combien de temps? Ça va faire 12 ans à peu près. En 2008. Ouais, donc... Donc, c'est un petit peu cette histoire c'est un petit peu l'histoire de leur rencontre qu'on va partager ici parce que c'était un petit peu particulier, on va dire, votre cheminement particulier dans le sens positif du terme. Hein. Et puis, il y a eu tout un cheminement à partir de cette rencontre. Je vous laisse un petit peu nous en dire plus sur ce moment particulier. Vas-y. Non, là, t'es plus à l'aise que moi pour raconter tout ça. Bon. En fait, pour essayer d'être concis et efficace, parce que sinon, il y a tellement de choses à dire, et surtout avec les violons et tout, mais bon. Mais en fait... Antoine et moi, lorsqu'on s'est rencontrés, on était déjà très portés sur ce qui était déjà le fait de manger bio. Et on était dans un questionnement commun qui était comment est-ce qu'on pouvait faire pour contribuer à cette planète de manière positive. Et on était des voyageurs aussi déjà, de par notre histoire et notre parcours. On avait déjà vécu un peu à l'étranger chacun. Et d'ailleurs, je vivais à l'étranger à l'époque quand on s'est rencontrés. Et donc, du coup, à l'époque, moi, j'avais étudié pendant près de 10 ans au CERCI. Et on avait eu une partie recherche sur la question du mariage. Et donc, du coup, on avait eu énormément d'informations sur les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mariage. Et donc, du coup, l'idée, c'était de pouvoir les appliquer. Donc, dès qu'on a senti qu'il y avait quelque chose qui avait plus ou moins un atome crochu, on s'est assis, on a discuté, on a mis à plat en fait justement nos visions de la vie, qui on était, quels étaient nos défauts, nos points communs, en fait, on a tout mis à plat, ce qui était positif, ce qui était négatif. Et au final, l'idée, c'était de savoir si les deux pouvaient correspondre ou pas, si on pouvait considérer qu'on faisait une bonne équipe et une bonne équipe de vie. Et donc, du coup, en fait, le cœur de cette discussion était, bon, on veut essayer de contribuer à ce que cette planète soit un lieu meilleur, mais comment? Et c'est là qu'on est sorti avec l'idée de faire un voyage, un tour du monde pour apprendre à être calife sur Terre. Calife sur Terre, c'est quoi?
On en entendait beaucoup parler, mais... Comment, pour reprendre un peu le titre que machallah, vous avez donné à notre intervention, comment cheminer du coup vers Dieu et comment cheminer dans son amour. Donc ça, évidemment, ça se traduit à un niveau horizontal, ça se traduit par une relation de couple et puis aujourd'hui une relation de famille. Mais dès le départ, c'était cette idée, attention. Et comment à chaque instant se la remémorer, se la rappeler. Et donc je crois que c'est quelque chose, enfin là pour moi, en ces termes-là, lorsqu'on s'est rencontrés, je pense qu'on a tous les deux senti qu'on avait cette même intention-là. Le voyage était et on parlera voilà du voyage intérieur aussi, Inch'Allah, parce que ça en a fait partie, je pense, dès le début, avec notre approfondissement de la connaissance de notre religion, et puis des rencontres qu'on a pu faire au cours de ce voyage. Et donc je crois que ce qui va passer un peu en fond d'écran, c'est justement une galerie de portraits. Voilà. Et c'est au-delà des lieux, évidemment, on en a vu beaucoup, puisqu'on a visité au final, on va rentrer dans le détail un peu après, on a visité pas mal d'endroits, mais c'est surtout les gens, ce qu'ils nous ont apporté, voilà, de tous horizons, de toutes parts, en tout cas pour revenir à ça, c'est dans un objectif constant, la recherche de se rapprocher d'Allah, tout simplement, de se rapprocher de Dieu. Parce qu'en fait... Donc vous rencontrez, vous prévoyez votre voyage à la suite de tout on va dire, de toute la rencontre, de tous les échanges que vous avez pu avoir tous les deux. Vous planifiez votre voyage et juste après votre mariage, vous partez, c'est ça? Voilà. Non, en fait, c'est ça. Ça prend un peu plus de temps parce que les choses prennent toujours un peu. Ouais. Est-ce que tu nous comprends? Connexion mauvaise, Allô? Oui, je vous entends. Et vous nous voyez aussi? Oui, je vous vois. D'accord, ok. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, il y a eu le Coran qui était en permanence présent, dans le sens où il y a énormément de versets du Coran qui parlent du voyage. Et ça interpelle parce qu'on se posait la question de qu'est-ce que ça apporte en fait, et quelle est la dimension spirituelle du voyage. Et en même temps, le Coran évoque aussi la question de se nourrir taïb. Et ça, c'est vrai qu'on était déjà dans cette dimension-là tous les deux. Donc ça nous a aussi, de la nourriture la plus saine. De se nourrir de la nourriture la plus pure. Et à l'époque, c'était le bio. Et quand on s'est rendu compte que les États-Unis allaient importer leur manière de faire le bio en France, on s'est dit, bon, on va plus savoir ce qu'on va avoir dans nos assiettes, donc il faut qu'on apprenne à pouvoir le faire de par nous-mêmes. Et puis, il y a eu toute une dimension de... qu'est-ce qui se passe si demain, il y a une crise, quelle qu'elle soit, qui fait que, on ne peut plus aller au supermarché, on ne peut plus acheter notre nourriture. Comment est-ce qu'on fait pour se nourrir et pour nourrir nos enfants? Donc, ces deux dimensions-là, être sûr que ce que l'on consomme est en concordance avec ce qu'Allah Azzawajal nous demande de consommer. Et puis, demain, il se passe quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? Et en même temps, on sentait qu'il y avait une sorte de plafond de verre, comme on le dit très régulièrement, qui nous empêchait d'avancer spirituellement. Et donc, on a fait un petit peu le lien entre ces différentes dimensions-là. Et on s'est dit, on ne sait pas ce que c'est qu'être calife sur Terre, il faut qu'on apprenne. Et peut-être que le meilleur moyen de le faire, c'est de partir, de voyager, puis de s'imprégner justement de toute cette beauté qu'Allah a créée, d'essayer d'apprendre auprès des gens en direct, et puis en même temps de garder les yeux ouverts, les yeux et le cœur ouverts,
et se remplir de tout ça pour arriver pour le Hajj. Parce que l'idée, c'était de faire aussi le Hajj à Jérusalem et à la Mecque. Et c'était, Je précise, c'était la dot, en fait, que m'a demandé Kadi au moment de notre mariage. Donc, que ce soit le Hajj comme dot, et puis c'est un Hajj, voilà, je l'ai appris à ensuite, bien spécifique, là qu'on a justement travaillé à préparer ensemble, et un Hajj qu'on voulait donc être le plus terre à terre possible, d'une certaine manière, le plus sobre possible aussi, ce qui signifie de voyager par les moyens de transport les plus économiques, les plus écologiques aussi, et donc même si donc on a finalement intégré un tour du monde dans ce Hajj, de le faire sans avion, donc de le faire là aussi avec une empreinte, on va dire une empreinte carbone la plus légère qui soit, mais dans l'idée en fait de jamais quitter la terre, d'être toujours ancré, de traverser réellement les paysages, les contrées qu'on traversait, et donc ça a signifié notamment prendre le bateau. Donc on ne peut pas prendre l'avion. Non, voilà. L'idée c'était de ne pas prendre l'avion et puis d'être un petit peu dans l'esprit des Hajjis du passé en fait, que ce soit Ibn Battuta ou les autres, parce que en fait le Hajj c'était le voyage et c'est à travers le voyage qu'on se remplit et qu'on arrive complètement rempli de toutes ces beautés, toutes ces belles dimensions et que voilà que le Hajj nous tend les mains. Et qui nous a été, ça, Inch'Allah, on aura l'occasion de revenir plus en détail dessus, mais qui nous a été extrêmement facilité, énormément, par plein d'aspects, et notamment à du fait qu'on a pu rentrer par la terre. Donc en général, c'est pas forcément facile. C'est même devenu impossible maintenant. Même quasiment, je crois, aujourd'hui. C'était déjà très difficile. Pardon, il y a qui tire le fil. Enfin voilà. Je veux pas, comment dire, non, mais... tout dire tout de suite, mais en tout cas, voilà, il nous a énormément facilité, que ce soit au niveau économique. Et donc ça, pour répondre complètement à ta question tout à l'heure, on n'est pas parti tout de suite parce qu'il a fallu quand même mettre un peu d'argent de côté, préparer nos familles, dire au revoir. Je crois que c'est ça qui a été le plus long. Ouais, jusqu'au bout. Et au final, voilà. Est-ce que vous saviez que vous vouliez vivre autre part qu'à côté de vos familles, ou en tout cas être dans la recherche d'un lieu? En fait, on était à la recherche et on voulait tout laisser ouvert. Ça pouvait être la France, tout comme ça pouvait être ailleurs. On sentait quand même qu'il y avait de fortes chances que ça puisse être ailleurs, mais on voulait se laisser ce tour du monde pour pouvoir explorer et voir. Et puis, une fois toute cette connaissance acquise, en fait, on aurait été plus à même de pouvoir savoir où est-ce qu'on allait s'installer. Ça fait aussi partie d'une méthodologie qui est celle de l'islam. Allah Azza wa Jal nous dit, voilà, notamment il cite la hijra, donc l'immigration, et il nous rappelle quelles doivent être nos intentions pour cette hijra. Et il nous le dit justement, et c'est toujours ce qu'on essaie de mettre en place. C'est d'abord donc cette idée que notre intention c'était pour lui, avant toute chose. Et alhamdoulilah, ça nous a ouvert des portes qu'on n'aurait jamais pu imaginer en fait avant de partir. Et puis il nous donne aussi une méthodologie qui est celle de faire les causes, comme on dit, de faire les sababs, de mettre en place ce qu'il faut justement pour que plutôt qu'on puisse arriver au bout. Pour nous, aujourd'hui, on s'estime, je pense, encore en transition à ce niveau-là. C'est un terme que utilisait Johanna tout à l'heure et je le reprends aussi. Mais là aussi, c'est vraiment la méthode que l'islam nous enseigne, c'est de mettre en place ce qu'il faut, la structure qu'il faut, les moyens qu'il faut, de rechercher aussi, pour pouvoir vraiment se libérer et faire complètement confiance aussi ensuite à Allah dans le trajet, puisque ensuite, une fois qu'on est parti, on avait quasiment pas d'étape prévue ou de trajet prévu. Il y avait quelques points de chute et quelques idées qu'on avait d'endroits qu'on voulait visiter. Et puis, évidemment, les points finaux qui étaient Jérusalem et la Mecque pour être à la conclusion de ce voyage. Mais tout le reste, c'était... Voilà. On s'en remettait complètement à lui sur Et en tant qu'un but aussi, un moyen de travailler tout ce qui était concept de tawakkul, etc. pendant le voyage. Totalement ça. Le lâcher prise. Et surtout, en fait, on savait qu'on voulait que notre destination finale était le Hajj.
Mais on savait aussi que c'était quasi impossible de le faire de la manière dont on voulait le faire. Mais on était persuadés qu'on allait pouvoir le faire, mais on ne savait absolument pas comment. Donc pendant les 3 ans et demi du voyage, l'idée c'était de cheminer et puis de se laisser porter. Et en fait, c'est lui qui nous a fait tout notre parcours et toute notre trajectoire et puis qui nous a soutenus à chaque instant à tous les niveaux. Et qui nous a permis aussi de découvrir au final l'endroit où on s'est posé, puisqu'on est donc aujourd'hui en Jordanie. Et donc c'est au cours de ce voyage qu'on a pu définir finalement que c'était l'endroit qui nous convenait le mieux, en tout cas pour l'instant. Qui correspondait à votre projet de vie, quoi. Voilà. Ouais. Et donc du coup, je suis désolée parce qu'on a un peu perdu désolée, on a un peu dévié de ta question, mais donc on avait parlé du mariage et en fait on a fait pour partir. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, en fait, parce que la question revenait souvent, comment est-ce que vous avez fait, avec quel fonds, etc. Et c'est vrai que nous, comme dès le départ, on savait qu'on voulait faire ce voyage. Donc, quand on s'est mariés, en fait, on a dit, on ne veut pas de cadeaux, on ne veut pas de couverts ou de draps, enfin, tout ça. On veut juste de l'argent. On veut juste de l'argent pour notre voyage. Donc, ça a couvert une bonne partie de ses frais. Et par contre, techniquement, en fait, ce qui nous permettait de pouvoir à la fois voyager et puis garder un élément qui était essentiel pour nous, c'était le fait de se nourrir de la nourriture la plus pure et d'apprendre à pouvoir être le plus autosuffisant possible. Du coup, en fait, on voyageait de ferme bio en ferme bio avec un réseau qui s'appelle le Woofing. Donc, on a eu en fait deux grands réseaux qui nous ont accompagnés tout au long du voyage. C'était ce réseau-là, le Woofing, parce qu'en fait, avec le Woofing, on peut voyager partout dans le monde et participer à des projets existants qui tournent autour du bio, soit des familles, soit des fermes, et apprendre avec ces personnes qui sont des locaux comment apprendre tout ce qu'on a besoin d'apprendre et être en contact avec des personnes qui sont des locaux du pays. Et en même temps, en contrepartie du travail que l'on effectue, on est logé, nourri. Non. Donc du coup, tout ce qui nous reste à couvrir, c'est le trajet entre les différents endroits. Et le deuxième réseau qui nous a soutenus de A à Z, c'est la Oumma. Mashallah, mashallah, parce que en fait, on parle souvent de la fraternité, du fait que oui, on est des frères et sœurs en islam. Et avant ce voyage, en fait, c'est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était la plupart du temps des mots, mais que quand on a vu ces mots s'incarner, notre Oumma est vraiment quelque chose de spécial. Mashallah, 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 qu'Allah la préserve. Et on est vraiment une immense famille et on l'a senti du début jusqu'à la fin de notre voyage. Partout où on allait, quand on n'était pas en ferme, on avait un frère ou une sœur qui venait nous chercher, qui nous considérait comme étant des membres de la famille, qui prenaient soin de nous de A à Z. Et qui nous renvoyait vers d'autres frères et sœurs. Du début jusqu'à la fin, la chaîne ne s'est jamais arrêtée, sauf quand des fois de temps en temps ça s'arrêtait, on allait à la mosquée, on faisait notre prière. Ah, salam alaikum, vous êtes musulmans? Ah ouais, donc et ça recommençait et du coup c'était juste on a rencontré de grands voyageurs qui voyageaient aussi pendant des années qui faisaient des tours du monde aussi. Et eux étaient complètement hallucinés de la manière dont on voyageait. Ils se disaient, mais comment ça, vous les connaissez depuis combien de temps? Ah, ça fait 5 minutes. Ah oui, mais vous voyagez tout le temps comme ça? Oui, c'est comme ça. Et les gens étaient vraiment perturbés par ça, alors qu'en fait, pour nous, c'est juste une réalité prophétique et divine. C'est un gros cadeau qu'Allah Azza wa Jal nous a donné et qu'on souhaite qu'Allah Azza wa Jal préserve. D'encourager tellement les musulmans à justement à s'occuper du voyageur, à être dans cette hospitalité qu'on sait être légendaire dans certains pays, mais qui notamment par des réseaux aussi. Donc on a un réseau anglo-saxon qui s'appelle Seekers Guidance, Seekers Hub, qui est un réseau de cours en ligne, donc qui touche des millions d'élèves à travers le monde, notamment le monde anglo-saxon.
Et donc, de ville en ville, en fait, les gens de ce réseau-là se battaient presque pour nous accueillir, pour être ceux qui allaient faire valoir les droits du voyageur. Donc ça a été en effet un immense cadeau et qui nous permettait en plus de contrebalancer un peu le fait que par contre, on était dans les fermes, on ne rencontrait pas forcément beaucoup de musulmans, il n'y a pas beaucoup de gens de notre communauté forcément dans ces endroits-là. Malgré le fait qu'on était justement à la recherche de ça, on se disait, mais justement, si on est à la recherche du califat, ça doit être les musulmans qui doivent être en... On en a rencontré, mais c'était voilà, peut-être pas la majorité. Par contre, et ça a été une des grandes découvertes de ce voyage, c'est de voir à quel point on avait des points communs, des atomes crochus, avec les gens qui étaient dans ces démarches de retour à la Terre, avec les gens qui étaient dans cette démarche de rupture, plus ou moins radicale, on va dire, avec un système, avec une société à nouveau, qu'on a déjà pas mal décrit dans vos précédents lives, mais qui est une société de plus en plus matérialiste, de moins en moins ouvert à Dieu, de manière générale, parce qu'on ne l'évoque plus, il n'est plus dans notre vocabulaire, il n'est plus dans notre quotidien. Et dans ces endroits-là, on sentait vraiment des gens qui avaient une vraie soif de spiritualité, qui la cherchaient à travers la création, à travers tout ce qui est à travers la nature. Et donc, du coup, d'avoir cette facilité d'entrer en contact avec ces gens-là, d'échanger et vraiment de faire découvrir aussi pour pas mal d'entre nous, pas mal d'entre eux, de leur faire découvrir l'islam. Pour beaucoup, on était les premiers musulmans qu'ils rencontraient. Et alhamdoulilah, on a eu vraiment des réactions extrêmement positives de gens qui nous disaient, mais il faut que vous reveniez, il faut que vous amener plus de musulmans avec vous. Donc l'invitation elle est lancée et voilà, ça a été vraiment là aussi un grand cadeau, et ça vraiment partout, quoi. Peu importe le continent, peu importe le pays, ça a été un des grands apports aussi pour moi de ce voyage, qui nous a encouragés et qui nous encourage toujours dans cette démarche d'ouverture et d'échange. Oui, c'est vrai que ce qui est extrêmement intéressant, c'était justement le fait que quand on se retrouvait dans la communauté musulmane, on sentait que ce qui était un appel et ce qui était je ne sais pas si je peux dire le mot manque, mais peut-être, oui, si, je peux le dire. Un manque, c'était justement cette reconnexion à la terre, qui était ce que ces personnes qu'on rencontrait à travers le woofing avaient. C'est ce qui leur permettait d'être connectés. Le fait d'être connectés à la terre, ça leur permettait d'avoir un certain degré de connexion à leur fitra qui était... Ils étaient même plus musulmans que... Qu'est-ce que c'est la fitra ? La fitra ? Ouais. Ça, je voulais en parler justement, la fitra, et je trouve que ça... en fait, c'est cette connexion naturelle à Allah et à la création. Et cette compréhension de tout ce qui est du fait qu'on n'est pas à l'extérieur, qu'on n'est pas les êtres qui sont là pour juste consommer ou utiliser comme un papier mouchoir et jeter, mais qu'on fait partie justement de ça, et qu'on a cette création en nous, et du coup ça les rendait extrêmement sensibles au fait qu'il y avait quelque chose d'autre. Mais ce quelque chose d'autre, ils n'arrivaient pas à mettre le doigt dessus. Et ils étaient en recherche et ils ne savaient pas vraiment. Et par contre, quand on était en ville, parce que c'était quasiment le seul endroit où on trouvait nos frères et sœurs, nos frères et sœurs savaient quel était cet autre, machallah, cette réponse-là était claire. Par contre, j'allais dire, on était dans notre... c'est plus dans la théorie. On est dans nos têtes, et on est coupé de nos corps, on est coupé de tout ce qui nous permet de pouvoir nous ancrer. Et donc du coup, en fait, on se disait, mais subhanallah, en fait, des deux côtés, il y a juste besoin de combiner. D'un côté, ils ont besoin d'islam, de l'autre côté, ils ont besoin de se reconnecter à leur rôle de calife et à la nature. Et Inch'Allah, que le lien puisse être possible, ça serait vraiment magnifique. C'est pour ça que permaculteur musulman, l'îlot des Combes, là, c'est vraiment, Masha'Allah, qu'Allah facilite. Moi, j'ai quelques questions. Donc, j'ai passé en revue à peu près toutes les questions. Il y a encore 25 nouveaux messages, donc je vais aller les explorer petit à petit
Soyez patients, s'il vous plaît. Alors, il y en a pas mal. Donc, la question sur le hedge écologique, on va la garder un petit peu pour plus tard. Alors, on vous demande au niveau du budget du voyage. Alors, budget voyage, le temps que ça a pris et combien de pays à peu près. D'accord. Bon, peut-être la plus facile, c'était 35 pays. 35 pays. Voilà, on a traversé 35 pays. Vous êtes parti d'où? Vous avez terminé alors, oui, c'est vrai qu'on aurait dû vous le partager. On avait un trajet. Je ne sais pas s'il est encore disponible en ligne. Si, je crois qu'il est encore disponible. Mais de tête, c'est facile. On pourra peut-être le mettre en lien. Mais en gros, on est parti de France, parce qu'on a d'abord fait un tour de France avant de faire le tour du monde. L'idée, c'était vraiment de faire un vrai tour de notre pays, et qu'on a fait là aussi de manière écologique. En woofing Non, on partait en woofing, oui, et au volant de notre friteuse. Donc, notre friteuse, c'était notre voiture qui roulait à l'huile de friture. Notre Renault Espace qui roulait à l'huile de friture. Donc, ça répond un petit peu à la question de certains qui disaient en France, ça ne serait pas possible, ce genre de voyage, en fait. Si. Et puis, on faisait en train aussi. Voilà, ça commençait de là. Ça commençait là, et c'était, je pense, important de faire un galop d'essai de cette manière-là en France, avant de partir donc, voilà, dans une boucle plus grande, qui donc, nous a amenés vers le nord de l'Europe, puisqu'en fait, on a commencé par vraiment le nord de l'Europe, de Danemark, puis l'Islande et le Groenland. Les îles Féroé. Les îles Féroé autour, oui, mais le Groenland, avec donc l'itinéraire initial, était de passer du Groenland en Amérique. Au Canada. Elle a débranché le truc. Donc, de prendre un cargo qui partait du Groenland et qui allait nous amener au Canada. Et donc ça, je ne sais pas, il y aura peut-être des photos que vous verrez dans la galerie de nos passages, et on a mis, je crois, le lien. Il y a 25 000 photos, je crois, à peu près, sur une galerie qu'Adi a pris tout au long de ce voyage. Je ne les ai pas toutes mises encore. Donc vous pouvez voir ça en détail. Et donc le Groenland, pour répondre à la question, ensuite, donc c'est là où il y a eu un premier changement, qu'il a fallu s'adapter, c'est qu'on nous a dit que ce cargo avait été annulé, et que pour le remplacer, la seule chose qui avait été trouvée, c'était un bateau de croisière. À partir de l'Angleterre. À partir de l'Angleterre. Donc il a fallu repasser en France en coup de vent et en catimini, je dirais presque, parce qu'on avait tellement honte en apprenant en fait qu'on allait naviguer sur un bateau de croisière, et pas n'importe lequel, le plus gros paquebot du monde, le Queen Mary 2. Ouais. Alors, c'était pas du tout... on était avec nos sacs à dos en mode backpack, en mode backpacker et tout, et on se retrouve sur le Queen Mary 2. Donc on s'est dit bon, ça on va en parler à personne. On va rien dire du tout. Et en fait, machallah, ça a été l'une des étapes les plus fortes de notre voyage, parce que ce qu'il faut dire, c'est pourquoi est-ce qu'on est rentré en France en coup de vent, parce que sur ce site de bateau là, en fait, il y a des tenues obligatoire. Donc il faut être en costume, en robe de soirée et tout. En smoking. En smoking, oui, pardon. Un soir sur deux pour les hommes, et donc en robe de soirée pour les femmes, si on veut manger. Voilà. Sinon, tu peux pas manger. Et donc, du coup, le seul moyen, vu que nous, on n'était pas du tout dans cette veine-là, donc on est venu récupérer nos vêtements de mariage pour pouvoir prendre le bateau et traverser avec... Et donc, mais sauf que donc le premier soir, on est arrivé, on a vu notre tablé, on s'est dit bon, c'était quoi encore? Lions Club, Rotary Club. On fait bon, c'est bien, on va pouvoir dormir très tôt. On va pas avoir grand chose à échanger avec ces personnes-là. Et on s'était pas rendu compte qu'en fait, on avait des préjugés. On pensait qu'on n'avait pas de préjugés, mais en fait, on en avait vis-à-vis des riches. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, en fait, finalement, on est tous sur le même bateau, parce qu'on a rencontré des personnes magnifiques, et on s'est retrouvés à être les petits bébés, les bébés mariés, parce qu'on avait des gens qui fêtaient leur 50e anniversaire de mariage, leur 40e, etc. Et nous, on était mariés depuis 4 ans. À l'époque, et donc du coup ils nous ont pris sous leur aile, et le premier soir en fait, le premier ou le deuxième soir, on s'est retrouvés sur notre tablier, on a commencé à échanger avec les gens, et il a fallu que les gens le service du bateau nous mettent dehors à chaque repas.
parce que les discussions ne s'arrêtaient pas et le cœur des discussions, c'était l'islam. Très, très souvent. En fait, voilà, on était les premiers musulmans là aussi qui rencontraient. Et donc, ils avaient plein de questions. Et alhamdoulilah, ça a été vraiment tellement, je pense, parce que c'était en plus inattendu, c'était d'autant plus fort. Et c'était 8 jours de traversée, là, pour le coup. Mais ça a été difficile de partir, de quitter le bateau. Et on a vraiment créé, dès le départ, justement, des connexions très fortes. Alors, et justement, on a encore 35 pays voilà. Mais s'il y a bien une phrase qui caractérise un petit peu ce parcours-là, c'est justement un couple de personnes âgées qui fêtaient leur 50e anniversaire et qui nous ont dit, maintenant qu'on vous a rencontrés, on a foi en l'humanité. Donc, et on sait que c'est pas nous, c'est juste, machallah, le message de l'islam qui les a touchés et qui a fait que, voilà, alhamdoulilah, ça leur a apporté cette dimension-là. Mais ouais, mais on va essayer d'être plus rapide sur les autres pays. Donc, c'est très plaisant ces anecdotes, qui sont quand même assez atypiques. Un peu. Et donc, du coup, on est arrivé à New York. Alors, on est arrivé à New York, donc par bateau. Donc, c'était quelque chose de très, très impressionnant. Et ensuite, on est monté tout de suite. On avait notre premier woofing en fait qui nous attendait. Il y a une étape importante à New York. Alors, une anecdote importante. Très importante, c'est vrai. À New York, c'est la première mosquée en fait. On arrive, je crois un jeudi. On va à la mosquée le vendredi, à la mosquée dans 36e rue de New York. Parce que pour dire la vérité, en fait, on s'est dit New York, bon, c'est une ville, ça nous intéresse pas. Le seul endroit où on veut aller, c'était juste aller à la mosquée. Voilà. Et donc, on est allé à la mosquée. Et là, vraiment, typique de ce qui va ensuite arriver très régulièrement dans ce voyage. Je sors de la mosquée, j'ai mon gros sac à dos, et je vois 2 frères qui arrivent vers moi, et qui, forcément, ils savent que je ne suis pas d'ici, ils savent que... Et donc, ils se présentent, ils me demandent d'où je viens, et ils se présentent en me disant qu'eux, ils viennent du Canada. En fait, eux sont canadiens, et ils sont donc eux-mêmes en visite. Et on leur dit, moi je leur dis, voilà, ça tombe bien, nous on part demain vers le Canada. On a notre premier woofing qui nous attend vers le Gatineau, tout en haut du Saint-Laurent. L'apiculteur. Et ils nous disent, écoutez, quand vous arrivez au Canada, je te donne un numéro. Voilà, il y a un frère, appelle-le. Et c'est ce qu'on a fait. C'était le début de la chaîne. Et c'était vraiment le début de cette chaîne où on a parlé tout à l'heure. Donc ce frère qui nous a qui est venu nous chercher au bus en arrivant à Montréal. Et qui nous a emmenés qui nous a fait un peu le tour de sa communauté, qui nous a fait rencontrer. Alors là, donc dans ce parcours-là, évidemment, notre intention, c'était aussi d'interroger les savants de l'islam et les leaders des communautés sur la place que pouvait avoir justement l'écologie en islam, qu'avait ce rôle de calife sur terre, qu'est-ce que ça signifiait. Nous, on avait notre intuition, mais on avait besoin qu'elle soit validée. Et c'est notamment parmi ces chouyours qu'on a pu rencontrer, Cheikh Hamdi Ben Aïssa, Sidi Hamdi, que certains, je pense, d'entre vous connaissez bien en France maintenant. On peut le retrouver sur YouTube et il a une petite chaîne aussi. Voilà, il a une chaîne, il a un collectif, et donc Floraison. Donc on les salue tous et machallah, il a été, lui aussi, il a fait partie de cette chaîne. Il nous a accueillis déjà, avant toute chose. Ils nous ont vraiment accueillis. Alors déjà à Montréal, puis ensuite à Ottawa. On était vraiment au début, au moment où ils déménageaient là-bas. Et ils ont été à nouveau donc, ceux qui nous ont dirigés en fait, qui nous ont indiqué des destinations possibles, en tout cas, et des personnes, on va dire, des jalons sur le chemin. Mais en fait, le jalon le plus important surtout, c'était au cours d'un échange qu'on avait avec justement les mourides, ces élèves. Élèves. On leur disait, on est en train de faire le tour du monde, etc. Ils nous ont regardés en nous disant, non mais pour le Hajj, il faut absolument que vous fassiez le Hajj avec Habib Omar et que vous ayez à Tarim. On la regarde, on fait c'est qui Habib Omar? C'est quoi Tarim? On ne sait absolument pas ce que c'est. Voilà. Et en fait, tout du long du voyage, Tarim était partout. Et Habib Omar ne revenait pas nécessairement, mais Tarim tout du long du voyage. Et au final, 3 ans et demi, là, pour répondre à la question, 3 ans et demi plus tard, on fait le Hajj à partir du Yémen, de Tarim, avec Habib Omar.
Et Habib Omar est vraiment l'une des figures spirituelles contemporaines qui est vraiment extrêmement importante et qui est aussi très, très, très en lien avec la permaculture. Et on en a rencontré plusieurs comme ça, dont Oumar Farouk Abdallah, qui a été celui qui nous a mis en lien avec la permaculture. Parce que nous, on se disait, bon, comment est-ce qu'on fait pour être calife sur Terre? On ne voit pas trop. Et on connaissait l'agroécologie par Pierre Rabhi. Et justement, Pierre était un parrain de notre voyage. Tout comme il a été après parrain de l'îlot des Combes, qui est un projet sur lequel on a, enfin bon bref, c'est encore une autre histoire, avec Jean-Philippe, co-fondateur, parce que c'est surtout Jean-Philippe Cano qui a fait tout le boulot. Nous, on était juste là au début pour cette réunion où l'idée est sortie, on va dire. Mais là, on a aidé à distance. Inch'Allah. En tout cas. Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, en fait, on n'avait aucune idée de ce qu'était la permaculture. On connaissait l'agroécologie, mais la permaculture, on ne savait absolument pas ce que c'était. Et c'est justement après notre périple au Canada, quand on est passé par les États-Unis et qu'on a eu accès à une conférence de Dr Farouk Omar Abdallah. Pour ceux qui sont anglophones, on vous recommande d'écouter ses enseignements. En fait, il est arrivé, c'était un cours sur El Razali et la nourriture bio. Donc on arrive, ok, super. Et puis on échange avec lui et il nous dit, mais vous savez que non seulement ce que vous faites est dans la lignée des Sahaba, mais surtout qu'il y a un de nos frères qui s'appelle Jamaldin Geoff Lawton, qui fait qui est un des spécialistes de ce que vous recherchez. Voilà, de ça. Et donc, il est en Australie. Que vous devriez aller le voir. Il est en Australie, allez le voir. C'est bon, bah d'accord, on va aller le voir. Ça, on était déjà repassé, donc juste pour reprendre le trajet, on était déjà repassé aux États-Unis, on était à Chicago, qui était une ville importante pour moi. C'est là où je me suis converti à l'islam, bien avant. Et donc, pour continuer le trajet, ensuite, on a traversé en train de Chicago à la Californie, en passant. On peut pas donner toutes les étapes. C'est vrai qu'il y a tellement de. Voilà. Donc, en traversant notamment le Colorado, donc les Rocheuses, donc, et en s'arrêtant là aussi. En arrivant, une belle communauté. On a vu, mais ça vous verrez les photos et voilà, s'il y a besoin de plus de détails, vous n'hésitez pas. Qui attend des musulmans. Voilà. C'est pour ça que c'était important. Il y a aussi qui met en même temps les informations dans la barre des questions et des personnes, endroits. Magnifique. Donc, parce qu'on est arrivé ensuite, là, ça c'était une étape importante pour nous et je n'oublie pas les autres questions. Alors je vais y répondre en même temps, mais parce qu'il y avait la question du budget, de la préparation. La préparation, justement, on l'a dit un peu, ça nous a quand même mis 4 ans pour partir. Le temps que tout se mette en place, qu'on quitte notre travail. Vous faisiez quoi comme travail à l'époque? Alors, on était tous les deux, en fait, impliqués dans l'associatif et l'humanitaire. Moi, je travaillais. Vous travailliez tous les deux à ce moment-là au Secours Islamique? Non, moi, à l'époque. À Islamic Relief? J'étais en Angleterre et je travaillais pour Islamic Relief quand on s'est rencontrés. Qui est le Secours Islamique, mais. Enfin, qui est le créateur du Secours Islamique et la maison mère. Et ensuite, une fois revenus en France, on travaillait tous les deux pour le Secours Islamique. Voilà. Et puis, on avait d'autres implications pour d'autres associations. On a participé à la création de Life, notamment, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Bref, voilà, c'était avec toujours cette dimension écologique dans ce qu'on faisait déjà. Ouais. Donc, vous aviez des postes dans l'associatif humanitaire et ensuite, vous avez préparé votre voyage pendant 4 ans avant de partir. Ouais. Pour mettre de l'argent de côté et puis on a eu quand même on a senti en fait que c'est pour ça c'est un élément assez important, c'est que Allah Azza wa Jal nous mettait en fait dans une sorte de situation où on n'avait pas d'autre choix en fait, où il nous poussait à partir. Il nous mettait dans des conditions où déjà on s'est retrouvés en nomade depuis quasiment le premier jour de notre mariage, où on a vécu de lieu en lieu. Et c'était déjà une préparation à ce voyage. Et il nous a donné les moyens financiers de pouvoir réaliser ça, alors que ça. Donc pour répondre à la question budget, parce que évidemment je pense que c'est quelque combien chose vous aviez économisé à peu près d'argent
pour pouvoir partir, sachant que le voyage a duré à peu près 3 ans. Hein. Voilà, c'est ça. 3 ans et demi. 3 ans, et donc c'est là où voilà, on n'avait pas prévu que ça soit aussi long, déjà. On avait prévenu que ça serait pour 1 an. Hein. On était parti on avait pour dit que c'était pour 1 an et demi. Même si on sentait que ça serait plus long, mais. Voilà. Et donc, on avait fait un calcul, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps, mais on s'était dit qu'avec environ, je crois que c'était environ 20 € de nourriture par jour, plus les voyages, mais sachant qu'à nouveau, on se nourrissait la plupart du temps gratuitement. Hein. C'était surtout les postes voyages qui étaient importants, notamment les voyages en bateau, qui étaient assez onéreux, parce qu'on ne pouvait plus travailler sur les bateaux. Le Queen... Non, c'était le même prix que. C'était le même prix pour le coup. C'est le même prix que les bateaux normaux, mais bon, c'était quand même. Et donc c'était voilà, on avait à peu près budgété, et je pense qu'on avait voilà un budget. Je ne vais pas dire de bêtises, hein, ça fait longtemps. 20 000 à peu près. Non, c'était moins de 20 000 €. C'était peut-être entre 10 et 15 000. Et mais avec 2 choses, alhamdoulilah, on avait la possibilité de louer notre appartement. Donc, ça nous faisait un petit revenu, alhamdoulilah, mais supplémentaire. Bisous Soumaya. Voilà, celle qui nous a justement loué notre petit appart pendant qu'on était partis. Ah, je m'entends. D'accord. Et deuxième chose, les cadeaux. Voilà, l'argent qui avait été mis de côté, à nouveau, c'était notamment grâce à notre mariage. Non, et puis surtout, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à bout d'un moment, c'est là où vraiment tu t'en remets complètement à lui. C'est qu'il nous arrivait très régulièrement, on va dire, d'arriver à court, et surtout souvent d'arriver, mais juste avec, voilà, de finir un pays, on va dire, à 0, quoi, ou à 10 centimes, si tu veux. Et subhanallah, il y avait toujours une porte qui s'ouvrait, l'argent qui arrivait, d'une manière, voilà, complètement inattendue. Voilà, presque. Oui, parce qu'en fait, c'est l'un des outils magnifiques d'Allah Azzawajal, c'est Salat Doha. En fait, dès le départ, en fait, ce qui nous accompagnait pendant tout le voyage, c'était notre petite Masoulat, qui est le livre d'invocation qui était notre compagnon de voyage, qu'on ouvrait tous les matins, et on essayait de le faire le soir aussi. Mais bon, notre tapis de prière. Notre tapis de prière. Donc, dès qu'on se retrouvait dans une situation où financièrement, on n'avait plus rien, on prenait le tapis, pam, Salat Doha, et il nous donnait exactement ce dont on avait besoin. On s'est retrouvés dans des situations où il fallait quitter, par exemple, la Nouvelle-Zélande pour aller en Australie le lendemain. On devait payer je ne sais pas combien pour le bateau, et machallah, il nous ouvrait les portes. Mais surtout, le moment le plus important par rapport à cette salade Doha, c'est juste à la veille du Hajj. Quand on est arrivé au Yémen et qu'on avait, mais vraiment plus rien du tout. Et que du coup, mais on avait le cœur léger, parce qu'on savait, on a eu plusieurs épisodes où Allah Azzawajal nous avait juste donné exactement ce dont on avait besoin pour voyager. Et donc, une semaine avant le Hajj, on n'avait rien. Notre appartement, on devait le mettre en Airbnb depuis le début du voyage, ça n'avait jamais été le cas. Et donc, à ce moment-là, Antoine se dit, bon, on peut peut-être essayer de le mettre en Airbnb cette fois-ci. Et donc, il fait les démarches pour le faire. Et à peine il avait mis l'annonce, qu'il y a eu 2 personnes qui ont demandé à avoir l'appartement pour 2 mois qui était exactement le montant dont on avait besoin pour le Hajj. Voilà, exactement. Exactement le montant dont on avait besoin pour le Hajj. Il restait, on pourra en parler pendant des heures, mais parce que ça a été une succession en fait d'événements comme ça, où à nouveau, si tu arrives à être là vraiment en tawakkul, comme on disait, en lâcher prise par rapport à ça, mais subhanallah, il te donne, et comme il le dit bien, quoi, jamais de là où tu t'y attends. Et on a eu, voilà, une liste comme ça d'occasions, de circonstances où ça s'est répété. Donc c'est là où je dis, on fait les causes, on avait prévu ce qu'on pouvait, si tu veux, et après, voilà, il y a un nombre de choses inattendues, et pour le finir avec le Hajj, on est ressorti du Hajj avec plus d'argent que ce qu'on avait en arrivant. Et on n'a même pas dépensé. Alors là, il y a une question. Quelqu'un me demande, oui, mais du coup, il faut être propriétaire et avoir fini de payer pour pouvoir le mettre en vente. Non, justement, en fait, parce que tu sais, ce qui était vraiment au-delà de toutes les questions techniques et tout,
Allah Azzawajal dit quoi? Il dit essayez d'être comme l'oiseau qui, lorsqu'il sort de son nid le matin, le ventre plein, le ventre vide, rentre le soir, le ventre plein. Et il ne s'est pas posé la question est-ce que je vais pouvoir manger ou pas. En fait, ce qui est vraiment la clé de l'enseignement de ce voyage, c'est qu'Allah Azzawajal nous dit laissez-vous porter. Votre risque, c'est moi qui l'ai dans mes mains. Que vous vous stressiez, que vous transpiriez, travailliez de tous les côtés, etc., vous n'aurez pas plus que ce que j'ai déterminé pour vous, et vous n'allez pas mourir avant d'avoir utilisé ce que j'ai déterminé pour vous. Et donc, laissez ça entre mes mains, et puis focalisez-vous sur ce qui est le plus important. Mangez de ma nourriture la plus pure, regardez la beauté qu'il y a autour de vous, adorez-moi à travers ça. Rappelez-vous de moi. Et rappelez-vous de moi, et c'est pour ça que la Masourate à l'époque, et il nous a jamais oublié. Donc du coup, en fait, c'était ça me donne des frissons encore à chaque fois que j'en parle. On sentait qu'on était porté en fait, qu'on était littéralement porté, et que du coup, par exemple, on a eu aussi des opportunités de travail. On a travaillé aussi, on a traduit, surtout à traduire des livres pour enfants en français. Enfin, on a eu plein d'opportunités. Vous avez cherché aussi des opportunités, vous êtes saisi de choses que vous avez eues sur votre chemin aussi. Voilà, justement, il faut juste être ouvert et prendre ce qu'il te donne. Voilà. En fait, il t'ouvre des fenêtres, et ton rôle, c'est d'être suffisamment justement connecté à lui, ouvert, pour voir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Parfois, elle est ouverte 1 seconde. Et subhanallah, à nouveau, Inch'Allah, on va reparler du Hajj et de comment il nous a ouvert les portes au final depuis le Yémen. Donc on l'a dit, on était au Yémen, mais ce qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'on est passé sans visa. Alors, avant d'attaquer le Hajj, j'ai juste quelques questions, juste pour refixer. Donc, vous habitez en Jordanie, à côté de Amman, hein, c'est ça? Oui. Juste pour les autres. Est-ce que vous envisagez de refaire tout ce périple avec des enfants? En conseil pour les autres, est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas? Tout à fait. En fait, dès le départ, c'était ce qu'on avait en tête. On s'est dit, on va voyager sans les enfants, et on continuera aussi avec les enfants. Et donc, Inaya a déjà fait, je ne sais pas combien de pays. Je ne sais pas combien de pays. Asia aussi a déjà commencé. Alhamdoulilah, comme on habite à côté, on a pu aussi revenir à la Mecque plusieurs fois depuis. Oui, donc elles ont toutes les deux fait des Umrah, mais bon, au-delà de ça, en fait, peut-être juste pour, dans la même question, compléter très rapidement, parce qu'on n'a pas donné tous les pays. On était aux États-Unis, puis après, on est passé par après la Californie, on est descendu au Mexique, puis toute l'Amérique centrale. Et en fait, à partir de là, normalement, on avait un bateau qui devait partir d'Ushuaia en Argentine. C'était un bateau d'exploration, de recherche qui devait passer par l'Antarctique. Il a été annulé aussi. Et donc, du coup, on a pu prendre qu'un bateau à partir de Panama, qui nous a reliés à la Nouvelle-Zélande en 11 jours. D'accord. Ouais, 3 semaines. Et donc, après de la Nouvelle-Zélande, on a retraversé... On a traversé le Pacifique, là, si tu veux. On va vers l'ouest. On est parti vers l'ouest. Voilà. Donc, Nouvelle-Zélande, on a repris un autre bateau pour aller... Enfin, on a fait les 2 parties de la Nouvelle-Zélande. Et on a été, entre parenthèses, dans la mosquée où il y a eu le... Christchurch, justement. Voilà. On était passé à cette mosquée. Il y a eu l'attentat. Salam à nos frères et sœurs de là-bas, d'ailleurs. Et donc, du coup, Australie... Pareil, on a fait toute l'Australie en train. Puis, on est remonté vers le nord de l'Australie pour participer à une course de bateau de l'Australie au Timor oriental. Ouais. Donc, on a perdu la course, bien sûr. Qui est un tout petit pays qui est adossé à l'Indonésie. Voilà. Et donc, en fait, il y a une partie du Timor le Timor est en deux parties, et il y en a une qui appartient pas à l'Indonésie. Une partie musulmane, une partie chrétienne. Donc de là, on est parti en Indonésie, qu'on a fait de bateau en bateau. Puis de l'Indonésie, Singapour, la Malaisie. Et en fait, là, on s'est retrouvé avec un dilemme, parce que oui, c'est vrai. Que par rapport au Hajj, on savait que ça allait être compliqué de pouvoir rentrer. Ça, on savait qu'on aurait des difficultés à avoir le visa. Donc, on avait des options au départ qui sont vite tombées à l'eau au cours du voyage.
Et donc, du coup, quand on a rencontré Geoff en Australie, c'est vrai qu'on a rencontré Geoff où on est resté dans sa ferme pendant un bon bout de temps. Et là, mini anecdote, on s'est retrouvé un peu dans cette position de voyageur qui était accueilli, voyageur pèlerin qui était accueilli avec amour et tout, alors que les autres woofers étaient là un peu. Donc c'était aussi un passage assez particulier. Mais bon, donc du coup, on a fait ce séjour avec Geoff qui nous a dit notre dernier cours sera en Jordanie cette année. Et donc, du coup, on lui dit, nous, on va faire le Hajj, donc ça ne va pas être possible. Mais au cours du voyage, on s'est rendu compte que ça ne serait pas possible de pouvoir faire le Hajj. Donc, on s'est retrouvé, voilà, cette année-là. Donc, on s'est retrouvé avec un dilemme, soit on passe par toute l'Asie en un mois avant d'arriver en Jordanie, ou alors on traverse. On fait un raccourci, on va dire. On traverse par l'Égypte et par le Sinaï, le canal de Suez, voilà, pour arriver en Jordanie. Qu'on a pris finalement un bateau pour finir le trajet justement et arriver quasiment au bout. Parce que je sais que tu vois, c'est long, désolé. Mais c'est un bateau qui est parti de Malaisie jusqu'en Égypte. En passant par le canal de Suez. Et donc en remontant par la mer Rouge, puis le canal de Suez. Et en arrivant ensuite en Jordanie, où au final, on a passé 6 mois. Dont 2 mois sur la ferme de Geoff. 3 mois sur la ferme de Geoff. Ouais. 2 mois en cours et puis un mois où on est resté s'occuper de la ferme. La ferme de Geoff, c'est un projet qui est assez connu qui s'appelle Greening the Desert, reverdir le désert. Donc vous retrouvez beaucoup de vidéos, de choses dessus. Et donc c'est un lieu qui est encore aujourd'hui, dans lequel on revient souvent, qui est éminemment exemplaire par rapport à justement cette idée d'utiliser la permaculture, les techniques écologiques, mais ça on y reviendra, pour faire revivre vraiment des communautés et des lieux et des terres simplement. Ça a été la partie califat qui se mettait un peu en place. Et au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que on était très attachés au pays et que le seul moyen de partir c'était par la mère d'Antoine, parce qu'en fait, on avait déjà rencontré son père au cours du voyage, qui était venu nous rejoindre. Et en fait, elle me dit, ça fait 2 ans que je ne vous ai pas vu, il faut absolument que je vous revoie. Et donc, on s'est dit, d'accord, où? Et à l'époque, elle avait un compagnon qui dit, moi, je vais absolument aller à Dubaï. On se regarde, on fait, Dubaï, c'est peut-être pas vraiment l'endroit où on veut aller, mais bon, pour maman, on va essayer de... Voilà. Et donc, du coup, on a essayé de trouver des moyens, comme d'habitude, d'y accéder sans avion, par la terre. Et c'est là qu'on s'est retrouvé complètement coincé, parce que impossible de pouvoir traverser l'Arabie Saoudite sans visa. Sans visa, déjà. Quand tu es musulman. Enfin bon, bref, c'était toute une histoire. Et donc, du coup, ça a été la seule occasion où on a été obligé de prendre un avion. Voilà. Et par contre, on a dit... La règle a été une fois, mais elle a été abrogée plutôt par la règle de ta maman te dit d'aller quelque part, tu lui obéis. Et donc, du coup, une fois arrivé à Dubaï, on a dit, ok, Dubaï, c'est super, mais on n'y reste pas très longtemps, on va le plus rapidement possible à Oman. Donc, on a fait Oman, puis... On est revenu dans les Émirats où on avait un ami qu'Antoine a rencontré en Jordanie juste avant de partir, qui est devenu un consultant en permaculture aussi sur la ferme de Geoff. Donc on l'a aidé aussi sur ses projets là-bas. Et on s'est retrouvé coincé pendant 2 mois aux Émirats pour essayer de trouver un moyen de pouvoir rentrer pour le Hajj. Et c'est à partir de là que Tarim est revenu au grand galop, le Yémen est revenu au grand galop, parce qu'ils offrent chaque année un cours pour les étrangers en anglais, vu que l'arabe n'était pas notre langue d'expertise à l'époque. Donc du coup, on était en contact avec eux pour pouvoir rentrer et faire le Hajj de par là. Donc c'est par là qu'en fait, étant donné qu'il y a eu la guerre qui a commencé là-bas, les bombardements. Je veux juste être sûr que les gens voient bien, en fait, donc dans le parcours, avec ce petit saut de puce qu'on a fait de Jordanie aux Émirats en avion, là on n'a pas eu le choix. Ça nous a permis... Mais c'est ce qui nous a permis au final, ce qui nous a ouvert la porte, donc depuis les Émirats, ensuite de traverser Oman et d'arriver au Yémen, donc comme tu disais, alors que la guerre était déjà déclarée. Déjà à l'époque sans visa.
Et justement, alhamdoulilah, première grande porte qui s'ouvre pour nous. On arrive, et c'est pendant Ramadan. Ouais. C'est au moment de Ramadan. C'est très exactement, on était le 27e jour de Ramadan. On fait ce trajet donc de 24 heures en bus des Émirats jusqu'à Tarim. Et lorsqu'on arrive à la frontière du Yémen, le garde nous regarde, il dit mais vous n'avez pas de visa? Je dis non. et vous voulez aller où? Vous voulez aller à Tarim, à cette école Dar al-Mustafa? Et vous savez que c'est la guerre, vous savez que voilà, c'est fini tout ça. Non, mais on sait qu'il y a encore des choses et on sait qu'on peut, on souhaite y aller. Et là, c'est les gens du bus déjà qui étaient avec nous et qui en gros ont commencé à assister aussi. Mais ils viennent de loin, ils viennent chercher la science jusqu'ici et tu veux les empêcher de passer. Donc déjà, ils lui mettent la pression et ça n'a pas pris long, ça n'a pas été long quoi. Il a regardé en 5 minutes. Il a dit bon, c'est le Ramadan? Oui. Tu jeûnes? Oui, je jeûne. Non, okay. Il a dit vous êtes musulman? Oui, tu dis, oui, musulman. On est musulman. Bon, tu jeûnes? Bon, moi aussi je jeûne. Allez, bismillah, vous passez. Et il a mis le tampon et il nous a laissé rentrer. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça paraît un peu... ils partent dans un pays en guerre et tout. Mais en fait, on avait énormément de foi en un hadith de l'époque de Abu Bakr, lorsqu'il était calife, qui avait fait un doha pour demander à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que ce lieu soit préservé. Voilà. Et donc, on était serein et on savait que ça allait bien se passer. Donc, alhamdoulilah, c'est là où justement, c'est un épisode, on n'arrive jamais à le raconter au final dans un ton court, mais Inch'Allah, on aura l'occasion. C'est que donc, pour arriver au bout de cette conclusion-là de ce voyage, avec toujours la permaculture, toujours le lien à la terre qui était là, puisqu'on s'est retrouvé donc à Tarim avec Habib Omar, qui est un grand soutien de la permaculture dans le monde islamique, qui a écrit des ouvrages dessus, qui encourage ses élèves à s'impliquer dedans. Donc il y a un projet en cours justement là-bas. Et donc on a passé finalement 2 mois, à peu près 2 mois et demi là-bas, pour au final, donc là ça va pas être possible de raconter juste en quelques minutes, mais en tout cas voilà, d'arriver en vraiment là, en se remettant, c'était peut-être la plus grande épreuve, là je parle personnellement, en termes de tawakkul, en termes de complètement lâcher prise, de faire complètement confiance, de finalement partir et par la route et d'arriver donc à passer tous les checkpoints, parce qu'on était quand même dans un pays en guerre, il y a des checkpoints, de passer, et là ça a duré longtemps, ça a été 2 jours quand même, on a passé au poste frontière entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Et où, entre guillemets, j'étais enceinte. Oui, et au Cadi, grosse précision quand même, était enceinte. Et pour au final arriver, et vraiment, voilà, il n'y a pas d'autre mot, enfin, entre guillemets, une porte qui s'est ouverte, comme on disait tout à l'heure, des gens, des personnes, des lumières qu'on a pu rencontrer justement, notamment ces chouyours qu'on a pu rencontrer là-bas, ces gens tellement connectés à Allah, que eux, ils font des doigts et il y a vraiment des miracles qui se passent. Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui ne pouvaient pas être pensées, qui ne pouvaient pas être imaginées au préalable. Bismillah. Bismillah, c'est reparti. Salam alaikum à tous. Alors, du coup, dans cette deuxième session, on va reprendre brièvement du coup le Hajj parce que c'est une histoire qui va durer un petit moment pour expliquer comment ils ont réussi à passer la douane sans visa. Donc, ça fera l'office d'une nouvelle vidéo, Inch'Allah, si vous êtes motivés pour l'écouter. Beaucoup de demandes, on la fera plus tard. Donc, ils vont nous raconter un petit peu la fin de la Hajj et on finira par répondre à quelques petites questions. Il y avait quelques petites questions techniques, par exemple pour les billets de bateau, pardon. On demandait si c'était aussi simple pour prendre des billets de bateau que des billets de train. Est-ce que c'était quelque chose de compliqué ou on finit d'abord par le Hajj et après on répond à ça ou c'est rapide ou pas alors pour les bateaux, en fait, il y a des agences spécialisées
pour ça, pour le voyage en bateau, en cargo. Et c'est en général, c'est comment dire, c'est les compagnies et les capitaines qui décident. Donc c'est pour ça que c'est parfois bon d'aller au contact, on va dire, je dirais pas dans les ports parce que il y a trop d'administration maintenant, mais en tout cas vraiment c'est bateau par bateau en fait. En général, il y a une place, c'est une cabine qui est toujours libre pour ce qu'on appelle, ils appellent ça la owner's cabin, qui est libre pour que les gens de la société de transport maritime puissent venir si besoin est. Et donc certains de ces bateaux offrent cette cabine-là en location. Donc en général, on a toujours été nous les seuls voyageurs en fait à ce moment-là. Et donc il y a des agences de voyage spécialisées, vous pouvez les trouver sur Internet, qui sont spécialisées là-dedans. On pourra vous transmettre les liens s'il y a un moyen de transmettre les liens. Vous nous ferez un petit toolkit des liens intéressants à avoir pour commencer un périple. En fait, il y avait deux manières. Soit de passer par l'agence au départ. Ah oui. On nous avait dit qu'il fallait 1 an à l'avance. C'était avec ça qu'on est parti au départ. Donc, c'est ce qu'on avait fait. Puis, finalement, on s'est rendu compte au cours du périple qu'on pouvait contacter des agences sur le chemin directement en ligne ou des agences sur place. Et qu'il y avait aussi pour le voyage. Alors, c'est ce que j'allais dire. Pour les bateaux à voile, par contre, là, pour les plus petits bateaux, là, il y a des forums où tu peux justement soit te proposer, même sans expérience, hein, comme skipper ou comme aide, on va dire, sur un bateau. Ou te joindre. Donc nous, c'est comme ça qu'on a notamment traversé de l'Australie à l'Indonésie, enfin au Timor oriental. C'était une régate. Voilà, on était sur un grand catamaran et moi j'ai un petit peu d'expérience en voile, mais peu quoi. Et donc ils nous ont accueillis, acceptés. Et donc il y a des gens qui font comme ça, qui se joignent, qui font la cuisine du coup sur le bateau, qui trouvent des tâches à faire. Aller un petit peu au culot, voir. Ouais. En fait, il y a beaucoup de gens qui voyagent. On a rencontré un Français qui faisait le tour du monde, mais lui sans moteur. Et donc lui, en fait, c'était la manière dont il allait au contact. En fait, il y en a beaucoup qui vont en contact avec les membres d'équipage et qui ont un trajet comme ça d'un endroit à l'autre. Ok. Donc, dans les autres petites questions, il y avait est-ce que vous avez prévu de faire un film ou un livre sur votre voyage? Alors, au départ, en fait, l'idée, c'est que dès qu'on est... Non, mais c'est vrai. Non. Mais parce qu'en fait, au tout début, quand on est parti sur ce voyage, on s'est dit, on ne veut pas que ce soit un voyage qui soit que pour nous. Que tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on découvre, on voulait le partager. Donc, c'est pour ça qu'on avait un blog qui s'appelait Vers le juste milieu, qui a disparu entre guillemets après une étape à Jérusalem. Mais bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Et donc, du coup, sur Flickr, il y a pas mal de photos. Mais l'idée, c'était que moi, je m'occupe du blog et qu'Antoine écrive un livre. Mais pour l'instant, c'est peut-être en cours, je ne sais pas. mais parce qu'on travaille à beaucoup de choses. Là, on est assez occupé avec ce qu'on fait maintenant. Et par contre, il y a eu des documentaires qui ont été faits en cours de voyage sur nous. Il y en a eu 1,5. Ouais, il y en a un qui est. Il y en a un qui a été complètement fait presque parce qu'il y a eu un problème son. Donc du coup, toute la partie où je parlais mais c'est en anglais. N'était plus là. C'est en anglais. Mais c'est en anglais. Ça s'appelle comment? Journey to the Center of the Heart. Journey to the Center of the Heart. Ça, c'est disponible. Donc, il y a ce documentaire-là. Et puis, il y en a un, en fait, un frère qui voulait absolument en faire un, mais pour l'instant, je pense qu'il est encore en cours. Je ne sais pas. Et, mais sinon, film. Non, mais... Peut-être un documentaire en attente et un documentaire rapide en anglais, c'est ça? Ça, voilà. Non, il est pas rapide. Il est assez long, mais il fait 1 heure. Un vrai documentaire, ouais. Il fait 1 heure. Tout ça en lien. Pas de souci, ouais. Et puis on avait présenté, notamment on avait fait un talk, tu sais, un TMTT, un Muslim Think Tanks, donc l'équivalent du TED. Il y a maintenant 2 ans et demi de ça, un truc comme ça, non, qui montrait une partie de... Vous pouvez regarder ce Muslim Think Talk pour ceux qui sont curieux un peu plus au niveau du périple.
Inch'Allah. Et je précise, c'est vrai qu'on a été sollicité. On a été sollicité. Voilà. Ça, on en parle. Mais bon, c'est pas encore. C'est pas encore. Donc voilà. Il y avait une autre question. Il y avait juste, voilà, la dernière question, et je pense que ça, on pourra aussi y répondre demain. Est-ce qu'on peut vous rendre visite si on passe en Jordanie, voilà. Marhaba. Alors, je fais là aussi de la pub. Bon, on a pas mal de monde qui sont venus nous rendre visite. Annonce promotionnelle. Il y a maintenant des vols low cost. Alors bon, c'est pas le. Maintenant, il y avait. Pas le moment, hein. Restez chez vous pour le moment. Pour l'instant, restez chez vous. Mais en tout cas, là, juste avant le coronavirus, comment ça s'appelle, Transavia avait commencé donc des vols low cost. Alors, c'est par avion. C'est pas l'idéal, mais on peut planter plein de forêts après quand on vient ici. Et donc, voilà, compenser son bilan carbone. Ou à l'îlot. Ou à l'îlot des Combes. Et donc, il y avait des vols low cost directs maintenant entre Paris et Amman. Lyon et Amman. Et Bruxelles et Amman. Et Bruxelles et Amman via Ryanair. Et donc, il y avait des amis qui sont venus nous rendre visite à 94 € l'aller-retour, par exemple, ou 72 €. Donc, si on a envie de venir vous voir, on vous contacte via votre Facebook ou l'Instagram. Ben, on a aussi un site, voilà, dont on va parler peut-être demain, enfin, où il y a, il faudrait que je me vérifie, mais normalement, il y a possibilité de laisser juste son contact. Donc, c'est Inaya, inaya.org. inaya.org. Et là, vous verrez un peu plus ce qu'on fait aujourd'hui, tout simplement, puisque ça, c'est la partie maintenant actuelle. Non, mais puis et le prolongement, en fait, c'était le prolongement de ce cheminement. C'est qu'on vit en Jordanie aujourd'hui. On vit entre la ville et la campagne, pour des raisons aussi assez spécifiques. Je ne sais pas si on le dira demain, mais enfin, juste pour revenir sur l'aspect des rencontres de ce voyage. Je crois que c'est à nouveau important de comprendre que c'est à nouveau la terre entière est magnifique. Machallah, il y a des gens, enfin, il y a des paysages magnifiques partout. Ce qui fait la différence, c'est aussi les gens qu'on rencontre. C'est aussi de qui on s'entoure. Et notamment, donc, dans ce voyage, on a rencontré beaucoup de communautés, puisque ça faisait partie de notre projet, c'était d'être dans une transition écologique, dans un projet, mais qui est un projet forcément plus ou moins collectif, où il y a une part de collectif. Donc d'aller à la rencontre de pas mal de ces projets et d'en avoir trouvé un aussi aujourd'hui en Jordanie qui répond en tout cas en partie aux besoins qu'on avait. Et là où, juste pour recentrer, sur la priorité, c'est-à-dire Allah, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire que si on fait ça avec des intentions qui commencent à partir ailleurs, on est ramené, et ça nous est déjà arrivé, on est ramené à l'essentiel. Et que dans ces projets collectifs, le travail sur le nafs, notamment le travail sur l'ego, est indispensable. On a vu beaucoup de ces projets échouer, notamment à cause de ça. Et aussi beaucoup à cause de l'élément dépollution. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est imprégné par les sociétés et les éducations dans lesquelles on vit, on a grandi, et qui font que du coup, on a beau vouloir absolument quitter la ville pour du jour au lendemain se retrouver dans un mode de vie complètement différent. C'est possible pour certains, mais pour d'autres, il faut qu'il y ait une étape où on se dépollue. Et on n'a pas conscience parfois justement des pollutions qu'on peut avoir. Mais bon, ça sera peut-être un autre sujet pour plus tard. Voilà. Exactement. On va terminer sur le Hajj. En vous laissant terminer. Pour ceux qui nous écoutent, pour préparer votre voyage, concentrez-vous sur déjà votre intention avant de voyager. Repensez à toute l'histoire du voyage et donc du Hajj à travers le voyage. Et surtout, du coup, travaillez un petit peu avant, prenez des dispositions pour garder un petit peu d'argent de côté, mais surtout, tawakkul, on y va et on prépare et on fait confiance à Dieu sur ce qu'on va trouver sur son chemin. Et c'est comme ça qu'on fait de très belles rencontres et qu'on se laisse émerveiller par la vie. Je vous bismillah pour le Hajj. Parce que là, le tawakkul, je vais laisser Kadi vraiment le raconter, mais je vais juste expliquer, parce que c'est ce que tu dis, juste expliquer moi l'état dans lequel, pendant cette phase-là vraiment en particulier,
dans lequel je me sentais, c'est-à-dire parce que tu parlais d'un film tout à l'heure, j'avais vraiment l'impression d'être dans un film et d'être le spectateur. Et tu vois, voilà, il y a des choses qui se passent, mais tu sais que tu n'as aucune maîtrise dessus. Mais voilà, c'était... voilà, je vais laisser Kadi raconter, mais moi j'étais spectateur, on va dire, de ce qui était en train d'arriver devant nous. Bismillah. Et en fait, machallah, tu as vraiment résumé de très belle manière ce qui était ce Hajj. Il y avait un enseignant que vous connaissez sûrement qui s'appelle Hamza Youssouf, qui avait eu quelques mots par rapport au Hajj, qui disait qu'avant, le Hajj c'était le voyage et que le voyage était la partie la plus difficile, et une fois qu'on arrivait sur place, tout était facilité. Et que par contre, au jour d'aujourd'hui, on a des Hajj 5 étoiles. Enfin, Super Express où on a l'avion qui est facilité, on y arrive là-bas en quelques heures et on a l'hôtel, etc. Et par contre, là, le Hajj devient limite une vraie torture et est extrêmement difficile. Mais c'est vrai que nous, ce qui a été vraiment très particulier sur ce voyage, c'est que dès le départ, notre niya était de faire ça pour Allah Azza wa Jal. Donc, tout le voyage nous a été facilité d'une manière impressionnante, parce que généralement, enfin, sur 3 ans et demi, on n'a pas eu un problème. Il n'y a pas eu qui que ce soit qui nous a agressés, qui nous a fait... On n'a pas eu enfin, on peut pas... Il y a eu juste une fois où j'avais mon appareil photo... dernier modèle, dernier cri au Mexique, que j'avais pris des photos et que d'habitude je le range, et là cette fois-ci je ne l'ai pas rangé, donc il avait disparu. Mais mis à part ça, on n'a absolument rien à dire en termes de dangerosité, de problèmes, etc. Et une fois arrivée à cette frontière, comme on l'avait dit, j'étais enceinte. On était partis en se disant, on ne sait pas comment est-ce qu'on va faire le Hajj, on sait qu'on s'en remet à toi, que c'est clair qu'on va pouvoir rentrer, mais on ne sait pas comment. Et là, on se retrouve bloqué à la frontière, mais bloqué de chez bloqué. Rien ne voulait avancer. On essayait de faire les démarches avec les autorités sur place et tout, mais ça, on va le raconter plus en détail la prochaine fois, parce que c'était vraiment rocambolesque. Et ça bloquait. Et pourtant, on avait le cœur apaisé. Et à un moment donné, je pense chacun de notre côté, on dialoguait avec lui, puisque c'était notre compagnon de voyage. On disait, Ya Allah, si on a fait quoi que ce soit qui fait qu'on mérite cette situation, pardonne-nous, mais on sent qu'on va rentrer. Mais si tu considères que voilà, on se laisse juste porter par toi, c'est toi qui vas nous ouvrir les portes et facilite-le-nous si on le mérite. Et c'est à ce moment-là que, masha'Allah, on ne veut pas rentrer dans les détails là, mais qui nous a ouvert la porte, mais de manière tellement magnifique. Les 2 pays au monde où il y a le plus de problèmes au niveau des visas, et ce sont les 2 pays où on a eu un souci, c'est les territoires occupés et l'Arabie Saoudite. Généralement, quand tu vas en Arabie Saoudite, tu es fliqué de A à Z. Il y a des hélicoptères de partout qui disent vous ne pouvez pas rentrer, nanana, tu as des bracelets, ils savent exactement quel visa tu as, etc. Il faut 3 visas en fait. Il faut un visa quand tu rentres, un visa pour le Hajj, parce que les personnes qui sont dans le pays ne peuvent pas rentrer à la Mecque s'ils n'ont pas le visa Hajj, et un visa pour sortir du pays. On est rentré sans visa de territoire, on est rentré à la Mecque sans visa Hajj, on est ressorti du pays sans aucun visa. Il n'y a eu aucune trace de nous où que ce soit. On n'a pas eu besoin de booker quelque hôtel que ce soit. On a été à chaque fois invités partout, on nous donnait de l'argent, on n'en a même pas dépensé. Et au final, c'est comme si on n'était pas rentré, on n'a aucune trace de nous. Et on a fait notre Hajj de la manière la plus magnifique qui soit. Mashallah, 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 mashallah. Là, pour le coup, un Hajj vraiment première classe, c'était même, VIP, trop, quoi. VIP puissance 10. VIP puissance 10. Non, c'est jamais trop, puisque c'est ce qu'Allah nous a donné, mashallah, et qui nous pardonne, parce que, voilà, pardon. Mais, mashallah, ça a été vraiment... Et en fait, ça me ramène juste à une phrase qui est celle d'Allah, en fait, qui dit, à partir du moment où toute l'humanité peut être contre vous,
si moi je suis avec vous, rien ne peut se mettre en barrière, rien ne peut vous empêcher d'arriver à ce que vous devez faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que on était dans un état où voilà, c'est toi. On ne sait pas, tu sais tout. On ne peut rien, tu peux tout. On n'a rien, tu as tout. Donc voilà, on s'en remet entre tes mains et juste porte-nous. Et il nous a porté, mais... Donc grâce à cette nia, à cette intention, vous avez pu effectuer un hajj première classe, comme vous l'appelez. Et il y en a beaucoup qui se posent aussi la question de savoir comment est-ce qu'on peut être le plus green, le plus écolo possible en étant à la Mecque, parce que on sait les conditions, voilà. J'en avais parlé aussi avec j'avais parlé un petit peu avec Samir de Muslim Rando sur tout ce qu'on pouvait, ce à quoi on pouvait être confronté sur place. Il m'avait dit oui, il faut beaucoup travailler sur soi, essayer d'occulter certaines parties, parce que c'est vrai que c'est pas forcément, ça fait mal au cœur quand on parle surtout de pollution et autres. Est-ce que vous avez des petites astuces, des petites préparations pour le hajj écologique? Et on termine. En fait, maintenant qu'on habite en Jordanie, en fait, on a fait plusieurs Umrah aussi par ailleurs. Et en fait, d'ici, on peut y aller en voiture ou en bus. Donc, c'est autre chose. Mais en fait, le Airbnb, à l'époque, marchait bien aussi. Donc, quand on était... Oui, mais là, on est dans une situation un peu particulière, donc on ne sait pas. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais en tout cas, il y a énormément de gens qui vont de la manière la plus simple possible, au moins à la Mecque, c'est-à-dire dormir à la mosquée. Dormir dans le haram. Se nourrir à la Mecque, c'est vraiment particulier, c'est assez difficile. Mais Médine, à partir du moment... Médine, c'est un peu plus simple, mais à Médine, on était dans un Airbnb juste... Enfin, pas pour le Hajj. Pour le Hajj, c'était encore autre chose. On était encore... Conseiller le Airbnb si c'est possible. Le Airbnb, il y en a quelques-uns, sauf que maintenant que les frontières ont été ouvertes, c'est des prix hallucinants. À l'époque, c'était pas du tout ça. Maintenant, les prix sont c'est en plein changement. Voilà. Ça, mais sinon, moi, ce que je conseillerais, c'est les mosquées. Si vous n'avez pas peur d'être vraiment... Et au cours du voyage, ça nous est arrivé souvent aussi, justement, d'être hébergés dans des mosquées, de dormir dans les mosquées. Et pour le Hajj, il y a des gens qui passent tout Ramadan, par exemple, à la mosquée. Oui, ça, et qui ne bougent pas de la mosquée. Donc, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais généralement, c'était vraiment la manière la plus simple. Et puis, la nourriture vient. Oui, le zamzam. Zamzam, en général, ça cale, franchement. Avec zamzam, tu n'as même pas besoin de manger, ni de même de dormir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on a fait un peu tout au long du voyage aussi. C'est qu'on faisait pousser une partie de notre nourriture avec nous. Oui, on faisait germer nos graines. On faisait germer nos graines. Donc, il y a des techniques pour faire germer ces graines en chemin. Donc, vous trouverez ça facilement là aussi, je pense, sur Internet. Donc, il suffit d'acheter des lentilles ou vous les faites germer, où vous soyez. Il y a des moyens d'avoir un petit peu de vivant, là, justement, comme disait Ilham hier. C'est pas facile. Il y a quelques adresses. Voilà, il y a un resto malaisien, notamment, où on va quasiment à chaque fois à Médine, qui est le seul qui propose un peu de frais, parce que sinon, c'est vrai que c'est beaucoup de fast-food, des choses comme ça. Et il y a 2-3 produits bio. Il y a les supermarchés, comment ça s'appelle les supermarchés Ibn Daoud, qui ont 2-3 références bio. Il y a une demande par rapport à ça. Bio, prendre une gourde avec soi, essayer de dormir dans les mosquées ou chez l'habitant. Alors, par rapport à l'eau et par rapport aussi à la question de la santé, en fait, nous, ce qu'on a fait tout du long, c'était une trousse de santé extrêmement réduite, qui était réduite de premier secours, qui était réduite à argile et pollen qu'on trouvait sur place. D'accord. Et l'argile, en fait, lorsque tu la mets dans ton eau, non seulement elle te permet de pouvoir éviter tout type de tourista et de problèmes liés à ce que tu manges, mais elle purifie aussi ton eau.
Ouais. Donc, du coup, l'argile, c'est vraiment l'élément clé à avoir avec soi au cours du voyage. Que ce soit à Médine, à la Mecque ou ailleurs, mais ça a été un outil qu'on a utilisé tout au long de nos voyages qui a fait qu'on a été très peu malade, alors qu'on est passé parfois dans des endroits où l'eau était pas de très bonne qualité. On avait aussi des filtres, hein, mais on voyait avec des filtres, mais l'argile qui tapisse en fait tout ton système digestif. C'est une excellente protection. Et le pollen, pourquoi? Parce qu'en fait, les abeilles pollinisent les plantes locales. Donc, en fait, ça te permet de booster ton système immunitaire par rapport au lieu où tu es. Donc, c'est aussi ça qui était assez intéressant. Voilà. Ça a été repris en phytothérapie par Edhem. Ah ouais, bon, ben voilà. Qui dit justement. Ok, bah écoutez, on vous remercie beaucoup pour cette longue session. Merci pour votre temps. Excusez-nous pour les désagréments de la coupure. Et puis on se retrouve demain à 20h, Inch'Allah, pour nous. 20h pour nous, 19h pour vous, je crois que c'est ça. Non, 21h pour nous. 21h pour vous. Pour vous parler à tous du projet qui a émergé à la suite de ce voyage. Si je ne me trompe pas. Inch'Allah. Avec plaisir. Et c'est nous qui sommes désolés. Hein. Désolés. Oups, c'était moi ou vous, je ne sais plus. Vous avez se couper à la fin. Barakallahu fikoum, et pour votre patience, surtout à notre égard. Et merci à Samir s'il nous entend aussi. Barakallahu fiksi. J'espère que ça du coup, voilà, j'espère que c'était... C'est bon, c'est coupé là? J'en sais rien. Non, je crois qu'on est encore en ligne. D'accord. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont eu la patience de nous écouter. Et s'il y a juste une chose qu'on peut vous dire, laissez-vous porter, et puis soutenez surtout des lieux pour demain, parce que là, aujourd'hui est spécial, mais aujourd'hui nous ouvre les yeux sur quelque chose qui est essentiel, c'est que l'essentiel n'est pas dans la société, dans le mode de vie qu'on avait, et qu'on peut vivre différemment. Et pour ça, soutenez des projets comme l'îlot des Combes ou d'autres endroits qui sont des endroits où vous pourrez, Inch'Allah, vous préparer à un autre mode de vie qui sera beaucoup plus sain et beaucoup plus connecté et qui vous permettra de pouvoir être, machallah, en sécurité là où vous serez. Plus besoin de supermarché. Et comprendre son rôle de khalife sur Terre. Des projets et des endroits comme Inaya Permaculture qu'on vous présentera demain à 20h. Merci beaucoup. Salam alaikum à tous. À demain.